Voilà, bonjour. Ceci est le sixième et le dernier cours de neuropsychologie. Donc, on se trouve toujours dans la partie 4, lésions et troubles. Et donc, c'est la troisième sous-partie qui va concerner les troubles. Le matériel, vous avez le feuillet de la page 16 à 21. Euh, Ensuite, vous avez également ce qu'il faudra regarder, c'est les documentaires les mécanismes et secrets de la maladie d'Alzheimer. Et puis vous avez aussi une petite explication sur le syndrome de Korsakoff. Si vous prenez les mots-clés, cette dernière partie concerne donc les troubles de la mémoire, la maladie d'Alzheimer et le syndrome frontal que vous trouvez donc en bas à gauche de cette page. Donc on a vu dans les lésions dans le cours précédent, on a vu donc tout ce qui était agnosie, apraxie, aphasie et les troubles du langage écrit. Donc dans cette partie, on va voir l'amnésie, donc c'est un trouble de la mémoire. On va voir la maladie d'Alzheimer et puis le syndrome frontal. Donc ici, il n'y a pas de 10, donc tout est acquis suite à une lésion cérébrale. Donc les troubles de la mémoire. Qu'est-ce qui influence la mémoire? Qu'est-ce qui fait que on peut mieux ou moins bien mémoriser de l'information? Donc, on sait que les émotions ont une grande influence sur la mémoire. Si on a des émotions intenses et peu agréables comme la douleur ou la peur, ça peut focaliser sur un événement, mais ça peut aussi faire que on peut ne plus avoir accès à certaines situations parce que, par exemple, la peur était trop grande ou la douleur trop grande. On a aussi le système de récompense qui se trouve donc dans le cerveau, qui est lié aux émotions, et ça aussi, ça peut avoir un effet favorable pour la mémorisation. Le sommeil est très important. Ça veut dire que quand des personnes ont des troubles du sommeil, elles peuvent aussi avoir des problèmes pour mémoriser de l'information. Donc on sait que bien dormir consolide de l'information qu'on a vécue peut-être pendant la journée. On dit que par exemple, si on doit réviser un examen, euh, il faut bien, si on révise auparavant, ensuite on va se coucher, si on s'endort assez rapidement, ça va consolider l'information qu'on était en train de revoir auparavant. La plasticité cérébrale est importante pour la mémorisation, ça veut dire plus on répète une information, plus en fait ça stocke l'information dans la mémoire. Le sentiment d'exister aussi favorise cette mémorisation. Ça veut dire si je sais qui je suis, où je me situe, quand et où dans mon passé et dans quoi je me projette dans le futur, fait qu'au fait, on mémorise mieux des informations. Si je n'ai plus accès à ça, par exemple la maladie d'Alzheimer, du coup, ça donne aussi des pertes de repères et des difficultés de mémoriser. Donc la mémoire, elle permet de créer une frontière entre moi et l'autre. Ça veut dire si je sais qui je sais quelle distance je vais avoir avec une personne. Si je ne sais plus qui je suis, est-ce que je peux être proche ou est-ce que je suis éloignée de cette personne? Voilà, donc c'est la mémoire qui permet aussi la relation aux autres. Ça me donne en partie CS, ça veut dire conscience, en partie la conscience effectivement de qui je suis. Et ça me permet également de créer ou d'imaginer l'avenir, donc de me projeter. Donc, je vais vous présenter un système de mémoire. Il en existe différentes, mais ce système-là, il est bien reconnu dans le monde de la neuropsychologie. Entre autres, ce chercheur qui s'appelle Tulving, Endel Tulving. Donc, il a fait plusieurs études cliniques, donc avec des patients, entre autres avec un patient qui s'appelle Cassé. Vous trouvez des vidéos sur ce patient sur YouTube.
Ce patient a été touché sur différents types de mémoire, donc il n'a plus accès à sa mémoire à long terme, il n'a plus accès à sa mémoire à court terme. Par contre, sa mémoire, on dit procédurale, fonctionne. Donc en fait, ça a permis à Tulving de mettre en évidence des sous-systèmes de mémoire auxquels il n'avait pas pensé. Donc en fait, on crée des modèles dans la recherche en général à travers des études sur des patients qui souffrent d'un problème en particulier. Et ici, en l'occurrence, des patients qui souffrent d'amnésie, ça permet de voir comment la mémoire fonctionne. Donc avant de continuer, il faut absolument lire et remplir les pages 16 à 19. Donc il y a des exercices dans ce feuillet qui vous permettent de mieux comprendre votre propre mémoire et de savoir effectivement déjà de connaître les différents sous-systèmes de mémoire. Donc absolument lisez ces pages et remplissez et faites les petits exercices. Alors, si on revient sur Tulving, donc en fait, il dit qu'il y a plusieurs types de mémoire qui interagissent. Le premier type de mémoire, c'est ce qu'on appelle la mémoire à long terme, qui se situe donc sur le lobe temporal. Donc vous pouvez faire le lien avec les pages 16 à 17. Donc on a une première mémoire qui s'appelle la mémoire perceptive ou sensorielle. C'est la mémoire vraiment des percepts, ça veut dire c'est vraiment les 5 sens. C'est avant même qu'il y ait une signification. Donc il faut vraiment se dire qu'on est un bébé. Je sens des choses, je vois des choses, j'entends des choses, je touche des choses, mais je n'ai pas encore accès à la signification. Donc en fait, je peux avoir des souvenirs d'images, de sons, de goûts, de sensations et d'odeurs, mais je n'arrive pas encore à mettre des mots dessus. Donc en fait, c'est la première mémoire qui arrive et très vite on apprend et donc du coup, ça va déclencher aussi cette deuxième mémoire qu'on appelle la mémoire sémantique, qui est vraiment liée à la signification. C'est vraiment la connaissance. Donc c'est des concepts qui sont objectifs, c'est-à-dire qu'on peut partager avec tous. Par exemple, Paris, c'est la capitale de la France. À un moment donné, j'ai appris ça et je peux le partager. Donc c'est ce qu'on appelle donc des apprentissages qui sont objectifs, c'est-à-dire que c'est des apprentissages qu'on peut partager avec tout le monde. Et c'est la signification. Ensuite, on a la mémoire épisodique, qui sont des souvenirs d'événements vécus qui sont complètement personnels, donc c'est subjectif, elles m'appartiennent à moi. Il y a une partie que je peux partager, mais la sensation de tout ce que j'ai vécu est complètement personnelle. Donc ça peut être des dates, des lieux liés à des émotions. Et cette mémoire épisodique, elle est pratiquement inexistante avant l'âge de 3 ans, puisqu'au fait, forcément, on doit construire cette mémoire et elle se fait petit à petit. Si vous avez l'impression que vous avez des souvenirs avant l'âge de 3 ans, ces souvenirs sont créés généralement par les souvenirs des parents. Ça veut dire les parents nous racontent des choses et finalement cette mémoire épisodique, avant l'âge de 3 ans, elle est remplacée finalement par notre entourage qui nous rappelle certaines choses qu'on a vécues quand on était petit. Mais c'est vrai que cette mémoire ne peut pas exister avant, puisqu'en fait, c'est des événements qu'on doit se construire, qui doivent être consolidés dans une certaine partie. Donc on doit créer des connexions. Et on a finalement dans cette mémoire à long terme aussi, cette mémoire procédurale dont je vous ai parlé avec ce patient cassé. C'est une mémoire qui est liée aux actions, à des habiletés motrices, c'est des savoir-faire, des gestes de tous les jours qu'on a enregistrés, c'est des apprentissages et finalement ça devient des automatismes. Par exemple, lasser les chaussures, on a dû faire un apprentissage et j'espère pour vous en fait, aujourd'hui si vous lassez les chaussures, ça devient automatique, vous ne réfléchissez pas qu'il faut faire une petite boucle, tourner autour, etc.
comme par exemple faire du vélo ou bien des tables de multiplication. Si je vous dis 5 fois 2, j'espère que vous avez la réponse assez rapidement. Donc en fait, c'est des répétitions de gestes ou aussi de la mémorisation d'actions qui font que ça vient automatiquement en fait à l'esprit. Le deuxième grand type de mémoire, c'est la mémoire à court terme qui se tombe sur le lobe frontal. Vous la trouvez donc à la page 18. On appelle cette mémoire aussi la mémoire de travail. Elle est active durant notre vie consciente. Ça veut dire que quand on dort, cette mémoire, en fait, elle se désactive. Par contre, la mémoire à long terme reste activée. Elle est nécessaire pour maintenir à l'esprit les informations dont on a besoin en temps réel. Donc c'est une mémoire, je viendrai sur l'empamnésique après. Voilà, c'est une mémoire en fait qui est active quelques secondes jusqu'à 1 minute. Et c'est vrai qu'en répétant, on retient mieux la répétition et du coup l'information pourrait aller en mémoire à long terme. Mais ça demande quand même une certaine attention et une concentration. C'est une mémoire, par exemple, qu'on a besoin pour, je sais pas, vous êtes en bas d'un immeuble et puis il y a un code d'entrée. Vous téléphonez à quelqu'un qui vous dit le code. Peut-être quand vous arrivez en haut, vous ne vous rappelez même plus du code ou ça disparaît assez rapidement. Ou bien aussi un numéro de téléphone qu'on vous donne rapidement. Donc c'est une information que j'ai besoin très rapidement, que je ne vais pas stocker dans ma mémoire à long terme. Ici, si je reviens sur l'empamnésique me permet de mesurer cette mémoire à court terme. Est-ce que j'ai une bonne mémoire à court terme? Est-ce que j'ai des difficultés avec ma mémoire à court terme? Donc, par exemple, on demande de restituer dans l'ordre une liste de chiffres. Donc, je ne sais pas, 5, 8, 10. Donc, on donne une liste et on demande à la personne de restituer cette liste dans l'ordre. En général, si on restitue 5 plus ou moins 2, ça veut dire entre 3 et 7 chiffres, par exemple, dans l'ordre, on a une mémoire à court terme qui fonctionne bien. Par contre, si je suis en dessous de 3, j'ai peut-être un problème avec ma mémoire à court terme. Si je suis au-delà, ça veut dire que j'ai une excellente mémoire à court terme. Donc c'est ça l'empamnésique. L'empamnésique me permet de mesurer ma mémoire à court terme. Donc vous pouvez faire cet exercice-là si vous voulez. La mémoire à court terme, comme je vous l'ai dit, c'est lié à l'attention et la concentration. Les mécanismes de la mémoire. Donc ça, vous trouvez à la page 18 cette image. Donc il y a un vocabulaire, une terminologie spécifique sur cette mémoire. Donc on parle d'encodage. L'encodage, c'est vraiment quand l'information commence à rentrer dans la mémoire. Donc on est stimulé par quelque chose, on peut être stimulé par les sens, on peut être... voilà, on a une stimulation externe et du coup, ça va rentrer dans notre mémoire. Ça va commencer à stimuler notre mémoire, si vous voulez. Le stockage, c'est vraiment le processus qui va consolider l'information dans notre mémoire à long terme. Ça veut dire que j'ai mis suffisamment d'attention et de concentration pour qu'ensuite cette information peut commencer à être stockée. Donc je vais vraiment créer un souvenir. Plus j'accède, plus je vais réactiver ce souvenir, plus le stockage et l'encodage vont se renforcer. Donc la récupération ou la restitution, c'est quand je vais chercher cette information tout simplement dans ma mémoire à long terme. Il y a le contexte qui est très important, qui permet mieux de consolider, d'encoder, de stocker en fait l'information dont laquelle je veux me souvenir. Donc si vous prenez l'image ici à côté, si je prends par exemple une rose, donc si on prend le 14 février, je vais offrir une rose ou je vais la choisir. Il y a l'odeur, il y a peut-être la forme, la couleur, la position, peut-être je me suis fait piquer. Donc en fait tout ça va me créer en fait un souvenir.
Et puis je peux aussi rajouter peut-être que cette rose, je tiens à l'offrir à quelqu'un. Donc ça va me créer un souvenir bien particulier dont je vais me souvenir. Un autre exemple ici, donc on voit les tours, euh, les tours jumelles à New York. euh, et on voit que on peut d'abord, par exemple, si on se trouve à New York à ce moment-là, on a peut-être entendu un bruit, on a senti une odeur, mais on ne peut pas mettre encore de mots dessus. Donc c'est ce qu'on appelle en fait notre mémoire sensorielle qui est d'abord activée. Très vite, je vais peut-être mettre des termes. Je vais dire, ah oui, c'est les tours, c'est un avion qui s'est scratché, il y a du feu. Donc je vais mettre des termes que je peux partager avec d'autres. Donc ça, c'est la mémoire sémantique qui est activée. Et très vite vient se greffer aussi la mémoire personnelle. Euh, donc en fait, voilà, excusez-moi, donc en fait la mémoire personnelle qui va faire que je vais me souvenir de de cet événement, donc la mémoire épisodique, où je vais me dire, ah ben voilà, j'étais un certain jour à New York avec, avec un ami, on était en train d'aller chez le coiffeur, j'étais en train de penser euh, comme j'étais content d'être là, etc., ou l'exposition que je vais aller voir. Donc en fait, vient de se greffer cette mémoire épisodique qui est personnelle sur cette mémoire sensorielle et la mémoire sémantique. Alors quand on parle de mémoire, forcément, comme je vous ai dit, quand on fait des recherches, on travaille sur les amnésies. Les amnésies, c'est donc les pertes de mémoire, donc ça vient du grec qui veut dire sans mémoire. On peut avoir une perte partielle ou une perte de mémoire totale. Donc partielle ou momentanée, ça veut dire que je peux très bien avoir une amnésie qui peut durer peut-être une heure, un jour, une semaine, un mois, ou bien toute la vie. Donc on va voir différents types de mémoire. On a d'abord l'amnésie rétrograde qui est liée à la mémoire à long terme. Donc je vais en parler un peu plus précisément avec un schéma que vous trouverez à la page 19 et l'amnésie antérograde qui est la mémoire à court terme. Donc voilà, si on prend ces deux types de mémoire, vous avez ici le traumatisme, un choc, un accident, un trauma crânien important qui fait que, par exemple, si ça touche donc la mémoire à long terme, je vous rappelle que la mémoire à long terme se trouve sur le lobe temporal, ça veut dire que j'ai oublié des événements qui sont liés en fait avant ou bien jusqu'au traumatisme. Donc en fait, pour un petit mémo technique, rétrograde, RE, ça veut dire reculer, je reviens en arrière. Ça veut dire je peux avoir oublié un petit événement ici, ou bien je peux avoir tout oublié, ou j'ai oublié peut-être 10 ans de ma vie, ça dépend en fait de l'importance du traumatisme et de la lésion cérébrale. Ensuite, si j'ai la mémoire antérograde qui est touchée, donc la mémoire à court terme qui est touchée, c'est sur le lobe frontal. L'oubli, ça veut dire que je ne peux plus, à partir du traumatisme, créer des nouveaux souvenirs. Puisqu'en fait, pour me créer des nouveaux souvenirs, forcément, ça passe par la mémoire à court terme pour ensuite rentrer dans la mémoire à long terme. Donc du coup, une amnésie antérograde, c'est une incapacité de se créer des nouveaux souvenirs. Ça veut dire que je me souviens de tout ce qui est avant le traumatisme, mais je ne me crée pas de nouveaux souvenirs. C'est comme si, je ne sais pas, si j'ai un accident et que j'ai une amnésie antérograde et que cette amnésie, elle peut aussi durer un temps. Ça veut dire que je peux peut-être pas me créer de nouveaux souvenirs pendant une heure, une semaine, des mois ou toute la vie. Donc c'est aussi dans le temps, c'est partagé. Euh, mais ça veut dire que si par exemple j'ai une amnésie antérograde qui va toucher ma mémoire à court terme pour toujours et que cet accident je l'ai eu quand j'avais 20 ans,
ah bah, c'est comme si je restais toujours à 20 ans. Après, il y a des petites techniques qui me permettent voilà, des techniques de neuropsy qui nous permettront quand même de voir que, ma foi, j'ai pas juste 20 ans, mais voilà, il faut que j'enregistre des événements, il faut que je filme des événements pour me dire, ah tiens, voilà, j'ai vécu quelque chose ici. Ensuite, on a aussi l'amnésie psychogène. L'amnésie psychogène, c'est une amnésie qui est liée à un traumatisme et un traumatisme suffisamment important qui fait que j'oublie l'événement. Donc, j'ai pas de ma mémoire à court terme et ma mémoire à long terme n'est pas touchée par une lésion, mais elle est touchée vraiment par rapport à l'aspect émotionnel qui fait que j'arrive plus à me souvenir d'un événement qui m'a tellement touchée émotionnellement. Par exemple, ça peut être un viol, un abus sexuel, une agression, qui font que cette agression était tellement violente que quelque part je l'oublie. Cette amnésie psychogène, on peut tenter de la retrouver par des psychothérapies si c'est nécessaire. Mais il faut aussi savoir que si cette amnésie s'est mise en place, c'est pas pour rien. Donc, en fonction de si c'est quelque chose euh, qui n'affecte pas mon quotidien, bah parfois ça peut aussi être positif. Mais si ça affecte mon quotidien, il faut essayer le mieux de tenter de retrouver en tout cas une partie de ce souvenir. On a aussi une amnésie de la mémoire procédurale. Donc, je vous rappelle que l'amnésie, enfin, la mémoire procédurale, c'est les automatismes. Et donc, du coup, si j'ai une amnésie sur les automatismes, ça veut dire que je ne sais peut-être plus conduire une voiture, je ne sais plus lasser mes chaussures, je ne sais plus faire du vélo. Donc, en fait, là, je peux tenter de refaire un apprentissage puisque ça touche la mémoire à long terme. Qu'est-ce qui peut provoquer les amnésies? Ça peut être un traumatisme crânien, un accident vasculaire cérébral, ça peut être des tumeurs qui appuient sur la partie de la mémoire et qui fait que je ne peux plus enregistrer de nouvelles informations ou que j'ai plus accès à certaines informations du passé. Ça peut être des démences, par exemple Alzheimer. C'est vraiment la démence, c'est une dégénérescence des neurones, la mort des neurones. Et donc, j'ai plus du tout accès parce que là on peut plus revenir en arrière puisque les démences, quand il y a une mort des neurones, c'est terminé et j'ai plus accès à ces souvenirs. On verra Alzheimer un peu plus tard. Des troubles mentaux aussi, par exemple la schizophrénie. Donc en fait, j'ai une distorsion de la réalité et je mémorise pas correctement des informations ou je mémorise que je n'ai pas vécu ça puisqu'en fait, euh, les symptômes de la maladie font que je ne peux pas mémoriser ce que je suis en train de vivre ou j'ai une déformation de cette réalité. Parfois aussi, j'en parle tout à l'heure, les médicaments peuvent avoir une influence. Dans les toxicomanies, vous devez connaître le syndrome de Korsakoff. Alors, le syndrome de Korsakoff, c'est essentiellement un abus d'alcool. Donc, c'est des personnes qui sont alcoolisées. C'est de l'alcoolisme chronique. Mais ça peut aussi être un manque de vitamine B1, ça veut dire lié à la malnutrition, qui peuvent engendrer ce syndrome de Korsakoff. Donc, les symptômes de ce syndrome, c'est des fabulations, ça veut dire que on invente des histoires pour expliquer la réalité, parce que j'ai plus accès en fait à ma mémoire à long terme. Il y a aussi ce qu'on appelle des persévérations. Les persévérations, c'est des sortes de radotage. C'est comme si je parlais un peu dans ma barbe, puis je m'en rends absolument pas compte. Euh, le syndrome de Korsakoff engendre ce qu'on appelle une anosognosie, A-N-O-S-O-G-N-O-S-I-E. C'est une incapacité à prendre conscience de la pathologie. Ça veut dire les personnes qui souffrent du syndrome de Korsakoff ne se rendent absolument pas compte qu'elles sont en train de raconter des histoires qui sont incorrectes et qu'elles sont en train de radoter. Donc elles n'ont absolument pas conscience de leur pathologie. Donc c'est une amnésie antérograde et rétrograde.
parce que ça touche les deux mémoires. Le cannabis peut toucher la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Toutefois, ce qui est intéressant avec le cannabis, c'est qu'une fois qu'on arrête le cannabis, donc là je ne parle pas du cannabis médicinal, une fois que j'arrête le cannabis, en fait, la mémoire, elle revient. Donc c'est pas irréversible. On a aussi par exemple l'ecstasy qui peut avoir une influence plus tard aussi sur la maladie d'Alzheimer. Donc ça touche quand même euh, les neurones du coup, et ça touche essentiellement la mémoire à court terme et la concentration. Donc les personnes qui sont des grands consommateurs d'ecstasy, en fait, vont abîmer leur mémoire à court terme. Ça veut dire qu'ils auront de plus en plus de difficultés à se créer des nouveaux souvenirs et aussi à se concentrer. Donc, choc émotionnel traumatique, comme je l'ai dit, c'est vraiment lié à l'amnésie psychogène, quand j'ai vécu un traumatisme émotionnel tellement important qu'ils font que je n'arrive plus à me souvenir de l'événement. Comme j'en ai parlé un petit peu avec les démences, les médicaments, forcément, excusez-moi, pas les démences, mais les troubles mentaux, les médicaments peuvent aussi influencer la mémoire. Il y a des médicaments comme des neuroleptiques qui sont donnés pour des personnes, par exemple, qui souffrent de schizophrénie. En fonction du dosage, j'ai beaucoup de difficultés à avoir accès à ma mémoire à long terme, mais aussi à ma mémoire à court terme. Il y a des lésions chirurgicales, c'est clair qu'en fonction de la neurochirurgie et de l'intervention et dans la zone d'intervention, ah ben on peut toucher des zones de mémoire et du coup c'est aussi irréversible, on n'y aura plus accès. L'hygiène de vie, forcément aussi une application. Je vous ai parlé du syndrome de Korsakoff avec la vitamine B1. Donc si on a un manque de vitamine B1 par exemple, donc une malnutrition, forcément ça a un effet sur la mémoire. L'hygiène de vie, c'est aussi une activité physique, sportive. Ça peut favoriser une mémoire. Donc forcément, si on a une personne dans une dépression importante, ça rejoint les troubles mentaux, et qu'on ne bouge pas, bah forcément, ça a aussi un impact sur notre vie. La manière dont on se nourrit aussi. Alors, je vous suggère de voir le petit documentaire, c'est assez sympa, c'est dessiné Draw My Life, le syndrome de Korsakoff. Et puis vous avez aussi Santé, arrêt du cannabis, la mémoire revient. Vous pouvez voir ces deux documentaires si vous voulez. Alors, maintenant la maladie d'Alzheimer. Donc la maladie d'Alzheimer est une démence. Donc la démence, c'est vraiment lié à une dégénérescence, c'est une perte des capacités cognitives qui est liée à une dégénérescence neuronale. Ça veut dire que dégénérescence neuronale, c'est que petit à petit, les neurones vont mourir. Donc c'est une affection d'origine cérébrale hein, qui est liée au cerveau. Donc jusqu'au XVIIIe siècle, quand on parlait de démence, une personne qui était démente, finalement, elle était folle, quoi. Alors aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Je vous donne la définition du DSM-3, qui est un livre de diagnostic des maladies mentales. Donc, un syndrome, donc la maladie d'Alzheimer est un syndrome associé à une altération de la mémoire. Donc, je vous mets entre parenthèses ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, forcément, ça amène à des amnésies, à d'autres déficits cognitifs, le trouble du langage, donc des aphasies, de l'exécution des gestes, des apraxies, de la reconnaissance des objets, des agnosies ou des visages, une prosopagnosie. Et ces déficits cognitifs sont d'intensité suffisante, excusez-moi, pour retenir sur la vie quotidienne. Ça veut dire qu'ils ont une influence sur mon quotidien. Et ça m'handicape dans mon quotidien. Donc avant de continuer, il faut voir le documentaire Mécanismes et secrets de la maladie d'Alzheimer, qui est un documentaire qui
qui vous illustre vraiment le mécanisme de ce qui se passe dans le cerveau. C'est très intéressant. Donc là, je vais vous parler un petit peu de ce documentaire Mécanismes et secrets de la maladie d'Alzheimer. Donc en fait, ce terme de maladie d'Alzheimer vient d'un médecin qui s'appelle Alois Alzheimer, qui a créé ce terme en 1907, suite en fait à une étude sur le cerveau d'une patiente qui s'appelait Auguste D, qui était atteinte de démence. Alors, la cause de cette maladie d'Alzheimer, c'est lié à deux lésions dans le cerveau. Et les premiers symptômes, enfin, les lésions apparaissent 10 à 15 ans avant que les symptômes n'apparaissent. Donc, une fois que les symptômes apparaissent, je veux dire, notre cerveau, c'est déjà, depuis 10 ou 15 ans, a déjà présenté des dégénérescences à l'intérieur. Et donc, c'est très compliqué d'éradiquer cette maladie, puisqu'en fait, avant les symptômes, il y a déjà des lésions à l'intérieur. Donc, les deux lésions. La première lésion s'appelle les plaques séniles. C'est surtout dû à la toxicité, à l'environnement. Donc, on peut partir sur des hypothèses que notre environnement, donc l'environnement, ça peut être nutritionnel, ça peut être un environnement familial, ça peut être la, la, les pesticides, tout ça a une influence sur nos plaques séniles et du coup, ces plaques séniles, en fait, deviennent toxiques. Le deuxième type de lésion s'appelle la dégénérescence neurofibrillaire. C'est vraiment ça qui fait que le neurone va mourir et qu'il y a une atrophie. Donc en fait, une atrophie, c'est vraiment on pourrait dire une diminution puisque les neurones disparaissent du cerveau. Et c'est ce qui va engendrer les symptômes. Et le premier symptôme, on va voir, c'est une perte de mémoire. Alors moi, je vous suggère ici, vous cherchez les définitions de démence et de neurodégénérative et vous les marquez dans vos prises de notes. Alors, les causes possibles, les causes de cette maladie sont multifactorielles, ça veut dire qu'il n'y a pas une cause, mais il peut y en avoir plusieurs. Il peut y avoir l'âge, tout simplement avec l'âge, on stimule moins son cerveau euh, et du coup, on a aussi cette perte de mémoire qui est constatée chez tout le monde. Hein. La mémoire à court terme, c'est la première mémoire en général qui est touchée. Les facteurs environnementaux, comme j'ai dit, on peut être dans un milieu de violence, par exemple, où on se fait taper, ou de violence verbale aussi, ou ça peut être la malnutrition, ou ça peut être on vit à côté d'une centrale nucléaire et, où il y a eu des fuites, ou par exemple à côté d'un champ où il y a beaucoup de pesticides. L'aspect génétique, donc on sait que une partie de cette maladie, quand on a l'aspect génétique, les premiers symptômes apparaissent déjà vers l'âge de 30 ans. L'hypertension, donc aussi, c'est lié fondamentalement à l'alimentation et à l'activité physique. Alors les symptômes, donc vous pouvez aller à la page 20 de votre feuillet, c'est surtout d'abord une perte de mémoire. D'abord la mémoire à court terme, et puis la mémoire à long terme. Maintenant, il ne faut pas vous inquiéter, c'est pas parce que je ne trouve pas mes clés que forcément j'ai la maladie d'Alzheimer, mais c'est vraiment des informations du quotidien où je me rends compte que je n'arrive plus du tout à retenir. Et puis mémoire à long terme, c'est que quand je commence à perdre des informations de plus en plus récentes, et que peut-être à un moment donné, je pense que j'ai 20 ans, que mon fils ça pourrait être mon mari, etc. Donc, au fait, je zappe passablement d'années. Le jugement et les prises de décision sont affaiblis. Donc, je ne sais plus très bien, quand on me pose une question, qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois aller, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien.
est-ce que je dois acheter ce canapé ou est-ce que je dois pas l'acheter? Donc, j'ai de plus en plus de difficultés à prendre des décisions et à juger ce qu'il faut faire. J'ai une Peut me présenter petit à petit, et là ça devient de plus en plus marqué, une désorientation spatiale. Ça veut dire je ne sais plus où je suis. Euh, et une désorientation temporelle, je ne sais plus quelle date, euh, quelle année on est. Donc l'un est lié à l'espace, au lieu, et l'autre est lié au temps, à l'année, au mois. On commence à présenter des aphasies, donc des troubles du langage. Ça veut dire que j'ai de plus en plus de difficultés à m'exprimer et je peux aussi de plus en plus avoir des difficultés à comprendre. Donc l'un, c'est l'aphasie de Broca et l'autre, c'est Wernicke. Donc ça apparaît aussi petit à petit. Je peux avoir des troubles de la reconnaissance, donc c'est des agnosies. Donc j'arrive plus à reconnaître cet objet, par exemple, il sert à quoi? Ah oui, c'est une brosse à cheveux, mais en fait, elle me sert à quoi? Voilà. Mais il y a aussi donc des apraxies qui peuvent arriver. Donc une dégénérescence du lobe frontal, donc de ma personnalité aussi. Je vous rappelle que dans le lobe frontal, on a notre personnalité. Donc peut-être j'étais dans ma vie quelqu'un d'assez sympathique, jovial, et peut-être qu'avec la dégénérescence du lobe frontal, je vais devenir quelqu'un plutôt d'agressif. J'arrive peut-être plus à gérer mes émotions, puisqu'en fait dans le lobe frontal, il y a aussi la gestion des émotions. Forcément, ça amène à une isolation sociale. Il y a ce trouble du langage écrit aussi, et comme j'ai parlé d'agnosie tout à l'heure, il y a aussi cette apraxie. Donc du coup, je sais peut-être plus comment il faut utiliser mes fourchettes et mes couteaux. Je sais plus comment utiliser un pommeau de douche, donc je vais plus prendre de douche. Donc ça devient très compliqué au quotidien. Les stades de la maladie, il y a en gros trois grands stades. Alors, si vous pouvez aller chercher, il y a des sous-stades, mais dans les trois grands stades, vous avez le stade initial qui est vraiment les pertes de mémoire. Donc, d'abord la perte de la mémoire à court terme. Ensuite, il y a le stade modéré. Ça veut dire que les pertes de mémoire commencent à augmenter. Ça va commencer à toucher la mémoire à long terme également. On a des difficultés de faire des choix, ou c'est difficile de faire des choix. Cette désorientation spatio-temporelle, le trouble du langage oral, donc des aphasies, et aussi du comportement. Ça veut dire que tout d'un coup, mais aussi par le fait que je me rends... Il y a une phase où je commence à me rendre compte que je commence à perdre des compétences, mais il y a aussi une phase qui fait que je suis dans le déni de ce qui est en train de se passer et que je me rends même plus compte. Je vous ai parlé tout à l'heure avec le syndrome de Korsakoff de l'anosognosie. Bah là, on arrive aussi petit à petit dans l'anosognosie. Ça veut dire que j'arrive plus à me rendre compte que j'ai perdu ces facultés. Et le stade avancé ou terminal, c'est une perte complète d'autonomie, des problèmes psychiatriques. Ça veut dire que je peux même avoir des hallucinations. Ça veut dire que peut-être j'entends des choses, je me dis, tiens, il y a quelqu'un chez moi, ou on est aussi peut-être en train de me voler, euh, parce que comme je sais plus où j'ai peut-être mis certaines choses, bah du coup, je vais penser qu'on est en train de me voler. Ça veut dire aussi, je peux mettre mes objets dans des endroits incongrus. Je sais pas, je peux mettre mes pantoufles, par exemple, dans le congélateur, et après je cherche mes pantoufles, et ça y est, quelqu'un a volé mes pantoufles, etc. J'ai des troubles du sommeil, j'ai des problèmes d'hygiène corporelle, puisque ça devient très compliqué de savoir quand est-ce que je dois me laver. Je ne sais plus si je dois me laver et je ne sais même plus utiliser la douche. La même chose pour l'aspect alimentaire. Donc des problèmes alimentaires, en général, c'est des personnes du coup qui vont juste, quand elles ont faim, prendre la première chose qui arrive dans leurs mains. Et donc du coup, elles vont plus du tout forcément cuisiner. D'ailleurs, c'est même dangereux peut-être d'utiliser, parce que je pourrais oublier d'éteindre une plaque, ou bien d'éteindre le gaz, etc. Et je suis complètement désorientée. C'est-à-dire que je ne sais plus du tout où je suis, quelle époque on vit. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit peu de prévention par rapport à cette maladie? Il y a l'aspect alimentaire. Donc, c'est vrai que
d'être attentif à pas manger trop sucré, à pas manger trop gras, à essayer de manger un le plus sainement possible, et d'être attentif au bien-être en fait que ça apporte l'alimentation dans mon corps. Euh, on voit que l'alimentation a un effet. On sait que par exemple tout ce qui est ces sucres artificiels ont un effet négatif par exemple sur les neurones. Le tabac, alors le tabac on sait que c'est pas très bon pour les neurones, pour les neurotransmetteurs. Donc le diabète et l'hypertension, forcément, c'est aussi lié à l'aspect alimentaire, mais aussi lié à bouger, à être en mouvement. Donc l'activité physique est important et d'en faire tout au long de sa vie, même à un niveau, il ne faut pas être à un niveau de compétition, même se dire, au lieu de prendre le bus peut-être pour aller à l'école, bah, je vais marcher. L'entraînement mental aussi, ça veut dire toujours entraîner sa mémoire. On travaille sa plasticité cérébrale. Plus on utilise sa mémoire, mieux c'est, plus on la stimule. Alors pour l'instant, quand on est à l'école, ah bah forcément, on est obligé d'apprendre des choses, donc on stimule notre mémoire. Mais par la suite, ça peut être apprendre une nouvelle langue, par exemple, faire des mots croisés. Enfin voilà, on peut trouver un tas de choses pour continuer à entraîner l'aspect mental et surtout la mémoire. Alors, on passe au dernier trouble, c'est le syndrome frontal. Alors, le lobe frontal reste une énigme pour les chercheurs. C'est reste quand même le plus grand lobe sur nos 4 lobes. Il occupe un tiers du cortex cérébral. Alors, quand on parle de symptômes, alors tout ça, vous le trouvez à la page 21, hein. Les symptômes, déjà, ça va amener un changement de personnalité. Quand on a un syndrome frontal, on perçoit vraiment un grand changement de la personnalité. Et c'est souvent, ça vient après, suite à une lésion cérébrale. C'est pour ça qu'il faut le distinguer avec la maladie d'Alzheimer, qui est une dégénérescence, une mort des neurones, tandis que là, c'est vraiment lié à une lésion frontale. Alors la personne va présenter deux grandes familles de symptômes, c'est la pseudodépression et la pseudopsychopathologie. Donc la pseudodépression, c'est les mêmes symptômes qu'une personne qui a une dépression. Par contre, la cause, donc l'étiologie de ces symptômes ne sont pas la même. Une dépression, c'est vraiment lié à un problème de neurotransmetteurs, tandis que la pseudo-dépression, c'est lié vraiment euh, à la lésion. Donc, au fait, les symptômes, c'est l'apathie, la léthargie, une perte de spontanéité dans le comportement, un manque d'intérêt pour tout, une baisse de l'envie sexuelle. On a moins d'expression de l'émotion et une diminution de l'activité de planification. La planification, c'est vraiment dans le lobe frontal. Par contre, on a un QI en général qui est tout à fait normal. Une pseudo-psychopathologie, c'est un comportement social qui est inapproprié, un manque de considération pour les autres, une activité motrice accrue, une désinhibition sexuelle et une attitude capricieuse, badine et puérile. Donc on voit que ils sont presque un petit peu parfois opposés. Par contre, une personne qui a un syndrome frontal, elle présente vraiment un mélange de ces deux types de familles de symptômes. Alors, moi, je vous propose, parce que certainement il y a peut-être des termes là-dedans que vous ne connaissez pas, vous cherchez la définition des mots que vous ne connaissez pas pour être sûr d'avoir bien compris ces deux familles de symptômes. Alors, le cas le plus célèbre du syndrome frontal, c'est Finnegan en 1848. Alors, vous le retrouvez à la page 21 ici. Donc, c'était un contremaître qui travaillait sur un chantier pour creuser des tunnels pour les trains. Et donc, il tient dans la main, ici, on voit une barre à mine. Ça veut dire que ces barres à mine étaient nécessaires pour
pour en fait, pour la dynamite en fait, les explosifs. Et il y a un ouvrier qui a fait une erreur d'attention et cette baramine a explosé en l'air, est venue se loger en fait, ici on voit, est venue se loger dans le lobe frontal de Phineas Gage. Et suite à ça, alors que c'était une personne vraiment émotionnellement très stable, qui était une personne équilibrée, bah, elle commençait à présenter un changement de comportement et de personnalité importante qui fait qu'elle ne pouvait plus garder de métier stable. Donc c'est une personne qui ensuite est devenue grossière, qui a changé plusieurs fois de métier. Il s'est déplacé en Amérique du Sud, il est devenu un chercheur d'or, un conducteur de diligence, voilà. Et finalement, il est décédé vers l'âge de 38 ans. Et mais voilà, est-ce qu'il y avait une influence par rapport à ce qui lui est arrivé? On ne le sait pas, mais il avait des crises d'épilepsie assez importantes. Alors vous pouvez regarder l'histoire de Phineas Gage, je vous ai mis le lien ici en bas, qui est un petit peu une sorte de petit film pour expliquer une partie de l'accident de Phineas Gage. Ici, on retrouve toujours le crâne à l'université de Howard aux États-Unis. Alors, pour terminer, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Il s'appelle Edward Lighté et qui a aussi eu une tige en fer qui lui a transpercé le crâne. Vous trouvez le lien ici, mais je vais vous présenter quand même le film. Si vous êtes sensible, voilà, à vous de voir, mais c'est pas un film tout à fait innocent. Actifie. Pour retirer cette barre d'acier qui lui transperce la tête. Eduardo travaillait sur un chantier de construction quand une barre de 2 mètres lui est tombée dessus. C'est entré par la tête et c'est ressorti entre les yeux. C'est incroyable que le patient soit arrivé ici lucide et qu'il puisse parler. Pour les médecins, c'est un miracle. À quelques centimètres près, la barre aurait pu lui faire perdre un œil ou lui causer une paralysie. Pourtant, Eduardo n'a gardé aucune séquelle de l'accident et sa vue n'a pas été affectée. Il a très bien réagi à l'opération, il va très bien. Il est lucide, en forme, il a mangé et il bouge ses bras et ses jambes. Maintenant, la seule chose qu'il risque serait une infection.